Depuis la faillite de Lehman Brothers, donc depuis le début de la crise financière, les banques ont été plus que pointées du doigt, et notamment une, Goldman Sachs, qui n'est pas n'importe quelle banque, pour notre invité, qui est Marc Roche. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste correspondant à Londres pour Le Monde. Vous avez publié en septembre dernier un ouvrage, La Banque, sous-titré « Comment Goldman Sachs dirige le monde ». Alors Marc Roche, en quoi Goldman Sachs est-elle la banque ? Goldman Sachs est la banque en raison de la gamme des activités dans laquelle elle est engagée. Elle est présente sur tous les métiers financiers, le conseil aux entreprises, le conseil au gouvernement, le trading, donc le négoce sur les matières premières et sur les métaux et sur les taux d'intérêt, ainsi que la gestion de patrimoine, les hedge funds et le capital investissement. Il n'y a aucune banque qui soit ainsi présente sur tous les créneaux du marché. C'est un supermarché de la finance qui en plus dispose de deux atouts, un réseau politique sans pareil aux États-Unis comme en Europe et une culture d'entreprise très particulière. On reviendra effectivement sur ces liens entre politique et économie. Goldman Sachs, c'est un peu un empire. Est-ce que vous avez quelques chiffres à nous donner pour illustrer cette puissance ? La puissance de Goldman Sachs n'est pas à juger à l'aune des chiffres. Bon, ils ont 30 000 employés. Leur bilan et leurs profits sont bien sûr inférieurs à ceux des grandes banques universelles qui mêlent banques de dépôt et banques d'affaires. Mais là où Goldman Sachs est un empire, c'est quand on sait par exemple que c'est la banque qui verse les plus gros bonus et qu'un trader en pétrole peut gagner jusqu'à 15 millions de dollars de primes de fin d'année. Par ailleurs, Goldman Sachs est en tête de tous les classements sur les transactions de fusion et acquisition aux États-Unis comme dans beaucoup de pays d'Europe, et ainsi de suite. Donc il ne faut pas s'intéresser aux chiffres absolus. Ce qui incombe dans la puissance de Goldman Sachs, c'est sa force de frappe, et surtout, on n'a aucune idée de l'importance du trading, puisque cela reste secret. Alors tout ça est bien sûr légal, mais c'est un peu immoral quand même, non ? Le problème de Goldman Sachs est là. C'est qu'ils ne font rien d'illégaux. Ils ont été condamnés à une amende sur un produit bien particulier, Abacus, où ils avaient à la fois vendu le produit et spéculé contre leur client qui avait acheté le produit, le fameux français Fabrice Tout. Mais en général, Goldman Sachs prend bien garde de ne rien faire d'illégal parce que cela porterait un coup qui peut être fatal à l'enseigne, à sa réputation. Mais en revanche, constamment, Goldman Sachs franchit la ligne jaune de la morale, que ce soit dans la crise grecque, que ce soit dans la chute de Lehman Brothers, que ce soit à l'égard de BP, de leurs gros clients lors de la marée noire dans le golfe du Mexique. Goldman Sachs est juge et partie. Elle n'hésite pas à spéculer contre ses clients, et j'ai dans le livre cette remarque que m'a faite un entrepreneur qui a travaillé à Goldman Sachs, qui a été sa banque conseil, et qui m'a dit « il faut être prudent parce qu'on nage avec des requins ». Alors c'est une banque d'affaires, donc on peut, nous, individus, on ne peut pas y déposer évidemment notre argent, et pourtant elle influe sur le quotidien de chacun. Expliquez-nous comment. Goldman Sachs influe sur le panier de la ménagère à la limite beaucoup plus que l'État. Bon, aujourd'hui, les marchés financiers, bien sûr, sont tout aussi, si pas plus puissants que les États. Mais Goldman Sachs, par exemple, en spéculant sur le pétrole, influence directement le prix de l'essence à la pompe. En spéculant sur l'acier, influence directement le prix de votre voiture. En spéculant sur les taux d'intérêt, le prix de votre emprunt hypothécaire, et ainsi de suite. Goldman Sachs, comme les autres banques, mais Goldman Sachs, parce qu'elle est plus puissante et qu'elle a plus de savoir-faire, influence directement le panier de la ménagère, et cela, les Français n'en sont pas conscients. C'est ça, c'est que finalement, ces banques, ces géants bancaires sont devenus peut-être plus puissants que les États qui devraient, eux, réguler, non ? Alors, le problème dans le cas de Goldman Sachs, c'est que elle a réussi à bâtir un réseau politique pour limiter l'effet de la réglementation. Aux États-Unis, c'était particulièrement le cas sous l'administration Bush, mais ce l'est également sous l'administration Obama, où de très nombreux anciens de Goldman Sachs détiennent les rênes du pouvoir.
le secrétaire au Trésor de George Bush, Henry Paulson, était un ancien président de Goldman Sachs. Il en est de même de nombreux membres de l'administration Obama. En Europe, où cette tradition des gens du privé allant au public est moins développée, Goldman Sachs est entouré d'un réseau de conseillers occultes qui sont des anciens commissaires européens ou des anciens banquiers centraux. C'est tel est le cas, par exemple, de Romano Prodi ou de Peter Sutherland, ancien commissaire européen. Et ces gens avancent masqués. Par exemple, en Allemagne, Goldman Sachs est représenté par Ottmar Hissing, ancien vice-président de la Banque centrale européenne et un des grands pontes de la Bundesbank. Monsieur Hissing, quand il s'oppose dans le Financial Times à l'aide de l'Europe à la Grèce, ne dit jamais qu'il travaille pour Goldman Sachs. Or, on sait aujourd'hui que Goldman Sachs a aidé la Grèce à truquer ses comptes pour pouvoir entrer dans l'euro. Cette espèce de consanguinité entre les élites politiques et l'économique, ce mélange de genres, c'était effectivement fortement le cas sous l'administration Bush. Est-ce qu'Obama, qui a peut-être cette volonté de réglementer plus fermement le système bancaire, peut peut-être faire changer un petit peu tout ça ? Vous savez, le lobby bancaire est très puissant. Alors c'est vrai que Goldman Sachs, qui a financé en partie la campagne d'Obama, a été quand même désagréablement surprise de le fait qu'Obama a voulu réglementer beaucoup plus sévèrement les banques que son prédécesseur républicain. Ceci dit, la réglementation, y compris à l'échelle internationale, reste très limitée, à savoir que si Goldman Sachs, par exemple, ne pourra plus spéculer avec ses capitaux propres dans 4 ans, ce qui constitue 10% de ses profits, qui est un grand facteur de risque systémique pour tout le système, Goldman Sachs va contourner facilement cette réglementation en créant des hedge funds, qui sont des structures spéculatives privée dans laquelle elle sera actionnaire minoritaire et elle continuera de spéculer comme avant. Alors malgré ça, malgré la réglementation, malgré les scandales, vous avez parlé tout à l'heure effectivement de Fabrice Tour et du produit Abacus, il y a eu récemment des accusations même de discrimination sexuelle, on a l'impression que malgré tout ça, Goldman Sachs est sortie plus forte de toutes ces crises et évidemment principalement de la crise financière. C'est ce qui m'a le plus frappé quand j'ai commencé à écrire le livre, c'est que Goldman Sachs est sortie plus puissante que jamais de la crise financière. Pourquoi ? Parce que d'abord de très nombreux concurrents, avec l'aide de Goldman Sachs, que ce soit Bear Stearns, que ce soit Lehman Brothers, que ce soit Merrill Lynch, ont disparu ou ont été absorbés. Ensuite, parce que les clients, en ces temps difficiles où il y a une récession, les clients ont besoin d'être assurés. Le savoir-faire de Goldman Sachs, qui est quand même très important, les rassure. Et enfin, Goldman Sachs est sortie plus puissante que jamais parce que la réglementation, qu'elle soit américaine ou qu'elle soit internationale, vraiment n'a pas réussi à limiter son pouvoir. Vous savez, Goldman Sachs, finalement, autant qu'une banque, à faire des profits est une vaste usine à idées, c'est un think tank, c'est un centre d'excellence et là aussi, cela explique son succès et surtout comment son pouvoir est resté intact malgré la crise. Oui, c'est un peu le symbole du too big to fail, trop puissante pour s'effondrer. Goldman Sachs, c'est ce symbole-là, trop puissante pour s'effondrer. Le problème, bien sûr, pour Goldman Sachs comme pour les autres, c'est que si elle répète les erreurs du passé en prenant trop de risques, cette fois-ci, le contribuable ne sera pas là pour les aider puisqu'il n'y a plus d'argent dans les caisses publiques. Effectivement. Alors Marc Roche, un dernier mot. Jérôme Kerviel vient d'être condamné dans l'affaire Société Générale. Est-ce qu'un tel coup, c'est possible chez Goldman Sachs ? Absolument impensable que Goldman Sachs puisse être comparé à la Société Générale. Goldman Sachs a eu très peu de traders fous parce que le contrôle des risques qui est essentiel. À Goldman Sachs, c'est le directeur financier qui est le contrôleur des risques et par exemple lors de la crise des subprimes de 2008, des crédits hypothécaires à risque, Goldman Sachs dès 2007 a remarqué dans ses procédures de contrôle qu'elle perdait beaucoup d'argent sur le marché hypothécaire et s'est délestée de tous ces subprimes pour être plus musclée au moment de la crise.
les contrôles de risque n'ont rien à voir chez Goldman Sachs avec ce qu'ils étaient à la Société Générale, qui par rapport à Goldman Sachs paraît une banque débutante. Marc Roche, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes journaliste et correspondant à Londres pour Le Monde. Vous avez publié La Banque